Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, 3 sujets. Invités Olivier Piacentini, Charles-Henri Jamin, Anne-Sophie Hongre-Boyel-Dieu, qui a un nom magnifique pour ceux qui connaissent la musique. Je vous invite à aller voir ça sur Wikipédia. Et Philippe Murer. Bonjour. 3 sujets. Les gigantesques plans de relance américains. Est-ce que l'Europe paraît pas un peu maigrichonne? Premier sujet. Deuxième sujet, l'accord La République en marche. Les Républicains en PACA. C'est un vaudeville, on va en parler. Je pense que c'est l'occasion de regarder la recomposition ou la décomposition de la droite. Et puis, troisième sujet, peut-être que vous ne l'avez pas vu arriver, c'est les 40 ans de l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 81. On va en parler. Allez, à tout de suite. Premier sujet, les plans de relance post-Covid se succèdent aux États-Unis. Alors franchement, les chiffres donnent le tournis. Biden parle de 1 200 milliards de dollars, là récemment 3 000 milliards de dollars. L'Europe à côté, c'est 800 milliards d'euros. Ça me paraît extrêmement maigrichon. Est-ce que ce n'est pas le décrochage définitif de l'Europe? Laisser derrière la course au gigantisme entre la Chine et les États-Unis? C'est ça le premier sujet. Et je cède la parole à Philippe Murer, qui est économiste et qui donc connaît très bien ces sujets-là. Oui, alors vous avez raison, on s'y perd un peu dans les plans de relance de Biden. Ouais. En fait, pour être clair, il y a eu un plan de 1 900 milliards qui a été voté en mars. Et donc, de relance post-Covid. Il y a 2 plans de relance supplémentaires qui sont en discussion, mais qui sont sur une durée de 7 à 8 ans. Et là, on parle de 2 plans de 2 000 milliards. Voilà, 4 000 milliards. D'accord. Voilà, moi, ce que j'ai comme information. Donc, c'est vrai que c'est gigantesque, vous avez tout à fait raison, par rapport au plan de relance de l'Europe, de 750 milliards d'euros. Et ça pose des questions. Alors, je voulais vous amener un petit point. J'ai fait un petit travail sur le PIB pour regarder trimestre après trimestre, depuis le début de la crise du Covid, où on en est. Depuis janvier 2020, 1er janvier 2020. Alors, la Chine est à plus 12% pardon, du PIB depuis janvier 2020. Donc en 18 mois, quoi, en gros. 15 mois, 15 mois. Oui. On l'arrête à fin mars. Okay. Vous avez raison. Plus 15%, plus 12% du PIB. Les États-Unis sont en croissance aussi. Ils ont 1% de croissance du PIB. Voilà, sur le dernier trimestre par rapport à 15 mois plus tôt. L'Europe, la France, la zone euro, l'Allemagne, tout ça, en moyenne, 5% de décrochage du PIB, de PIB plus bas que par rapport au 1er janvier. Okay. Et la France, l'Allemagne, la zone euro, c'est les mêmes chiffres. Voilà. C'est les mêmes chiffres. Donc ça situe le problème. Et donc quand vous dites, y a-t-il un décrochage? Oui, il y a déjà un décrochage. Alors ce décrochage, il est dû à 2 choses. Il n'est pas dû qu'au plan de relance. Il est dû à la gestion du Covid en Europe, qui a été pour moi très mortifère, qui a été une congélation totale de la société, de l'économie et de l'enfermement. Bon, c'est pas le sujet de débat du Covid, mais c'est l'édredon qui a été mis sur les économies, les politiques très protectrices, finalement, très rigoristes, ont coûté très cher. Alors qu'aux États-Unis, on voit les résultats, c'est très différent. Et puis, il y a aussi ce plan de relance qui donne pas effectivement cette relance qui a été très forte aux États-Unis et en Chine, qui a permis de relancer et qui n'est pas là encore en Europe, parce que vous savez que ce plan de relance de 750 milliards, qui a presque 9 mois de l'Europe, il n'est pas fini d'être voté. Tellement la bureaucratie européenne est foireuse. Il manque 10 pays. Il manque 10 pays. Dont l'Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, pas des pays rien du tout. Et tant que tout le monde n'a pas signé, ça ne peut pas se mettre en place. Donc il n'y a pas 1 euro qui est encore arrivé de ce plan de relance. Et on voit le problème de la bureaucratie. Il y a un deuxième problème qui va arriver derrière, c'est qu'en plus, face à ce plan de relance de 750 milliards, vous savez que la France donne 80 milliards pour en recevoir 40, c'est assez étonnant, mais en plus, il faut qu'elle fasse des réformes structurelles, comme tous les pays européens. Première réforme structurelle qu'a présenté Bruno Le Maire dans ce plan de relance, c'est en échange, on fait une baisse de l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de personnes qui, en juillet, vont toucher 20% de moins environ. Et c'est l'indemnité chômage moyenne, c'est 1 000 euros, c'est pas grand-chose. Donc ils vont passer à 800. Deuxième réforme, la réforme des retraites, celle qui a mis tous les Français dans la rue juste avant la crise du Covid. Et donc, là, on se rend compte que c'est complètement fou, parce qu'il faut jouer la relance, la concorde, la paix civile. Et là, en fait, Macron fait des réformes profondément anti-peuple au nom de l'Union européenne, juste après la reprise. Donc ça risque en plus de casser la reprise. Donc là, on est vraiment dans une situation très malsaine
Et voilà, à cause des 3 problèmes de l'Union européenne, hein, 3 problèmes qu'on voit aujourd'hui, manque d'agilité, à cause de la bureaucratie et décider à 27, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis des politiques, moi je suis quelqu'un de droite, mais c'est des politiques qui sont anti-peuple. Et donc qui vont tout casser. Et moi je pense qu'on a un horizon extrêmement noir. Et je vais vous dire, ça me fait mal de le dire, parce que j'aime profondément la France, mais on est dans une tiers-mondisation de l'économie française, progressive de l'économie française. Et ça fait très mal de le dire. Charles-Henri Jamin, vous êtes délégué général de la Voix du Peuple. On voit que la dette US est en train de devenir gargantuesque. Hein, les milliers de milliards dont vient de parler Philippe Murer. Est-ce que aussi c'est une dette soutenable? Parce que finalement, on pourrait se dire l'Europe est capable de lever de l'argent de manière aussi importante. Hein, c'est une zone économique qui est plus importante que les États-Unis. C'est plus de monde que les États-Unis. Et pourtant, on va dire que l'Europe est très petit bras. Est-ce que c'est par peur de cette dette insoutenable ? Je vais être un peu provocateur, mais je pense que vous êtes en train d'essayer de nous faire comparer ce qui n'est pas comparable. D'accord. Je ne rentrerai pas dans ce qui a été parfaitement bien expliqué, je ne suis pas un économiste. Ouais. Pour une raison simple, les États-Unis et la Chine sont des pays, l'Europe n'en est pas un. Et vous l'avez fort bien expliqué. C'est un État fédéral. Donc, il y a... Pardon, allez-y. Vous l'avez fort bien expliqué. C'est qu'en fait, nous avons des mécanismes de décision, et donc des mécanismes politiques et économiques, qui ne sont pas du tout les mêmes et qui ne sont pas comparables. Et Philippe Murer vient nous le dire fort bien. L'Europe est en train d'être étouffée par l'Union européenne, parce qu'en fait, c'est elle qui décide, c'est pas l'Europe qui décide, c'est l'Union européenne, qui est en fait un moteur qui est grippé, qui ne fonctionne pas. On n'a pas attendu cette crise sanitaire pour le savoir. Et le vrai sujet, en fait, il est là. Le décrochage, je ne suis pas sûr qu'il soit tant économique qu'en réalité plutôt politique. L'Europe s'avère être, encore une fois, un espèce de grand machin. Je reprends l'expression qui était utilisée par le général de Gaulle. C'est un grand machin qui aboutit à ce que les pays n'arrivent pas à mener leur propre politique, voire même, regardez ce qui se passe en ce moment avec le pass vaccination et le pass sanitaire de l'autre côté. L'UE a décidé du passeport vaccinal, et dans la foulée, comme par hasard, ça y est, hier c'est arrivé, ou avant-hier plutôt, lundi à l'Assemblée nationale, le pass vaccination qui arrive, et dans les motifs de l'amendement gouvernemental, il est spécifié que nous sommes dans la roue de l'Union européenne, qui a déjà décidé tout. Non, mais en fait, les États-Unis... Si l'Europe ne lance pas son plan, c'est aussi parce que les parlements doivent voter. Finalement, c'est aussi la mise en lumière de la démocratie qui règne en Europe. C'est-à-dire que finalement, il faut quand même que chaque pays vote et approuve. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? Dans ce cas-là, qu'ils nous laissent voter directement. Si on prend ce qui s'est passé pendant une sorte de gestion, grand référendum. Dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, dans ce qui vient de se passer dans cette crise sanitaire, pourquoi ce ne sont pas les pays eux-mêmes qui ont géré la stratégie qu'il aurait fallu qu'ils gèrent ? Ils se sont tous appuyés sur une UE qui s'est avérée incapable de gérer un grand plan de vaccination. Vous parlez de la commande et tout ça. Bien sûr, okay. Bien sûr. Je vais céder la parole à Anne-Sophie Hongre-Boyeul-Dieu. Vous animez des émissions à Radio Courtoisie et vous êtes aussi chroniqueuse à Boulevard Voltaire. Hein. Quel est votre regard sur cette crise et ces milliards et le décrochage ? Alors, c'est pas tant les milliards, les chiffres, parce que moi, je ne suis pas une économiste, mais c'est surtout dans la façon, et là, je vous rejoins, de fonctionner, parce que j'ai noté qu'on appelait ça un plan de relance et de résilience. Déjà, dans la sémantique, le mot résilience veut dire beaucoup de choses. Les pays doivent chacun présenter leur plan pour une espèce d'approbation de l'Europe. J'y vois une espèce d'allégeance aussi, moi. Et c'est plutôt dans ce sens-là et dans cette perte de souveraineté des États que ça me gêne, en fait, dans le fonctionnement. Voilà. D'accord. Pour autant, le fait que l'Europe investisse moins n'est pas pour vous un sujet de préoccupation, parce que vous pensez que c'est l'économie... Enfin, je vais le dire autrement. Les États-Unis, c'est aussi un pays qui est un peu délabré. Hein. Ceux qui voyagent aux États-Unis se rendent compte que les infrastructures sont en mauvais état. Dans toutes les villes aux États-Unis, toutes les fils électriques sont apparents. En France, ils sont souterrains. L'état des routes est relativement bon en France et en Europe. Aux États-Unis, il est très souvent déplorable. Donc il y a aussi un pays qui est en mauvais état économique et qui a donc besoin de remettre de l'argent dans les infrastructures.
Oui, et puis je pense aussi, mais ça vous l'avez dit, les Américains n'ont pas notre sécurité sociale. Genre, je pense qu'ils ont été plutôt impactés économiquement à titre même personnel et individuel, et je pense que les États-Unis, enfin le gouvernement dans son plan de relance prévoit de donner, à titre d'exemple, je crois à peu près 1 400 € par Américain. Ils l'ont déjà donné, je crois, le Ils chèque. l'ont déjà donné. En fait, ils ont compensé l'absence de sécurité sociale en donnant des chèques. Voilà. C'est ça. Depuis le début. C'est l'hélicoptère monnaie. Hein. Voilà. C'est le fait que de l'argent, c'est un truc incroyable, hein, de l'argent arrive dans votre boîte aux lettres à travers des chèques à aller déposer en banque, j'imagine. Créé ex nihilo par la Banque centrale. Créé ex nihilo, C'est des c'est billets ça. qu'on imprime et qu'on met dans les boîtes aux lettres. Ouais, c'est assez fou. C'est hein. l'argent magique. Alors, Olivier Piacentini, vous êtes économiste, vous êtes politologue et vous êtes écrivain. Et d'ailleurs, alors normalement, votre dernier livre qui s'appelle Le mirage mondialiste devrait être en incrustation dans cette présentation. Olivier. Eh ben, écoutez, moi j'ai écrit un article récemment dans Boulevard Voltaire pour parler de la façon dont cette politique de Biden m'effraie. En fait, en réalité, et la politique de Biden qui est finalement relayée partout. Et c'est une politique qui s'appuie sur la théorie monétaire moderne d'une économiste qui s'appelle Madame Kelton. Oui. Et qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit qu'en fait, aujourd'hui, ça colle mot pour mot avec la politique des banques centrales. On peut produire de la monnaie tant qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Selon elle, il n'y a pas de gros risque d'inflation parce qu'aujourd'hui, la production, c'est facile avec la Chine, la robotisation, le numérique. Et qu'on peut produire de la monnaie, c'est pas le déficit ou même le déficit commercial qui est une barrière, c'est quand il commence à y avoir de l'inflation qu'il faut commencer à s'inquiéter. Bon. Alors, moi, toute cette histoire, je vais vous dire, c'est du super keynésianisme comme on n'a jamais connu. C'est vrai. Ce programme, c'était le programme de Bernie Sanders, qui est l'aide d'ultra-gauche du Parti démocrate. Et pour moi, c'est vraiment c'est de la folie économique. C'est-à-dire, on ne produit plus de la richesse, on fabrique de l'argent à la place. Bon, tout cet argent qui est injecté dans l'économie, parce que vous avez parlé fort justement, je dirais, d'infrastructures américaines en difficulté. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez de l'argent qui est donné directement aux populations. Mais cet argent, dans la mesure où, à côté, on ne relance pas l'outil productif, il va partir aux importations. Importations qui viennent d'où? Ah ben de la Chine. Oui. Donc toute la dette, enfin une partie de la dette que les États-Unis se créent va grossir le déficit commercial et être transféré en Chine. C'est-à-dire que les États-Unis tirent des billets qui vont atterrir dans les caisses des industriels chinois. Oui. Alors moi, cette théorie monétaire moderne me hérisse. Je vous répète, pour moi, l'économie, c'est basé sur des choses simples. Le travail, l'épargne, la prise de risque, la création de richesse. Or, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. On vous parle d'ultra-capitalisme, pas du tout. On est dans un système ultra-socialiste. Voilà. Et c'est juste le fait qu'il y ait des multinationales qui échappent à ça, qui nous cachent la vérité. Nos pays, qu'il s'agisse des pays des États-Unis ou des pays européens, sont en train de s'endetter et de créer de la monnaie au-delà du raisonnable et de mettre toutes nos nations dans une situation future de soumission à la sphère financière et à la Chine qui, elle, a gardé ses capacités de production. Donc, selon moi, nous allons à terme à la catastrophe. Là, évidemment, ça fait plaisir à tous les commentateurs des journaux, qui sont tous évidemment plus de gauche. Alors, ils trouvent que vraiment, Biden, ils n'ont jamais vu ça, c'est merveilleux. C'est vrai, il y a une Biden mania qui est en train d'apparaître. Oui, Biden mania. C'est assez fort, hein, ça. C'est assez 100 fort. jours après l'élection. Mais quand dans 3 ans, l'économie américaine sera complètement coincée, parce que toutes ces solutions-là, on les a déjà utilisées en France, on va en reparler tout à l'heure, en 81, dans un autre registre, et ben ça finit toujours en catastrophe, enfin, du moins ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, la Biden mania, ça va finir comme l'Obamania, c'est-à-dire que ça va durer 1 ou 2 ans, et puis alors après, on verra bien ce que ça donne. Alors, mais selon moi, nous allons vraiment à la catastrophe. Il y a un sujet que vous avez légèrement touché, c'est le sujet, en fait, de comment on paye cette dette. A priori, la manière traditionnelle de la rembourser, c'est d'augmenter les impôts. Et une des propositions de Biden, c'est d'instituer un impôt sur les sociétés de 21% au niveau mondial. Hein? Donc de dire aux GAFAM qui sont basés très souvent en Irlande ou dans d'autres pays et qui subissent une imposition qui est extrêmement faible, oh là là, la fête est finie, maintenant vous allez avoir 21% d'impôt. Mais ça, c'est le volet positif de la chose. D'accord. Si c'est ce côté-là, oui. C'est le volet, vous avez raison, c'est le volet positif si ça se fait. Parce ça se fait, qu'après, bien ça va sûr. être dans le détail. Voilà. Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'on va pouvoir réellement Bien taxer sûr. ce qui est dans les paradis fiscaux, ce qui est caché? Comment ça va se passer? Et est-ce que la France pourra taxer, elle aussi, les GAFAM qui produisent en France sans être taxés? Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est l'aspect positif de la chose. Mais allons voir si ça va au bout, Bien sûr. ce sujet. C'est pas un vœu pieux. Et je rebondis sur ce que dit Olivier Piacentini. Je n'ai pas tout à fait la même analyse, mais
ce qu'il disait, je trouvais assez juste. Le problème qu'il y a derrière, le vrai plan de relance, c'est pas un plan de relance de l'économie. Déjà, il est énorme, mais le plan de relance des marchés financiers. Oui. Parce qu'en fait, pendant que les gens tombent au chômage, qu'on ne produit plus, parce que c'est le problème, c'est qu'on produit plus. Le but, il n'est pas d'indemniser les gens pour le chômage. Le but, il est de leur donner un emploi pour qu'ils vivent dignement et qu'ils apportent de la richesse à la nation et qu'ils vivent bien. Eh bien, en fait, on a relancé par milliers de milliards en Europe et aux États-Unis les marchés financiers. Et en fait, je vous rejoins dessus. C'est qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Ils vont éviter de décrocher comme en Europe, mais en fait, aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils cachent la misère sous le tapis. Ils font monter de la richesse artificielle dans l'immobilier, qui est au plus haut, presque au plus haut depuis 2008, dans la bourse, qui a des niveaux de crise de 1929, de valorisation de 1929. Et je pense que ça va continuer encore. Nasdaq pourrait très potentiellement encore doubler, donc atteindre des niveaux 2 fois pires que la crise de 29. Ouais. Et donc cette richesse artificielle, un jour, elle va nous éclater à la figure, parce qu'en plus, en face, il y a une pauvreté artificielle qui est en train de se maintenir. Donc, et le problème, c'est le travail, le système productif, l'investissement. Et si on crée de la richesse, si on fait des plans de relance pour ça, et ça donne du travail aux gens, c'est formidable. Si c'est pour donner des allocations, ça ne marchera pas. Mais attention, si on ne donne pas d'allocations, il faut donner au maximum aussi de la création de richesse par de l'investissement. À ce propos, la crise révèle aussi le désir, ou plutôt le besoin, de rapatrier en Europe et aux États-Unis des industries qui sont parties en Asie. Mais que font-ils pour ça? Mais c'est un des sujets qui est abordé. Biden dit il faut qu'on reprenne le contrôle de notre économie. Rien d'autre n'est dit aussi en Europe. Non, mais une fois qu'il a dit ça, il fait quoi? Trump, il avait mis en place des barrières protectionnistes vers la Chine. Voilà. Parce que quand vous mettez en place cette politique, encore une fois, de fabrication d'argent, et que justement, vous livrez le pays surendetté et qui va être surfiscalisé à la concurrence déloyale de pays comme la Chine, je suis désolé, mais il n'y a aucune chance qu'on relocalise quoi que ce soit. C'est même le contraire, on accentue la tendance. De la même manière, je rejoins ce que vient de dire Philippe Murer. J'avais fait récemment une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Comment les banques centrales pilotent le grand recette ». La conjonction de ces aides massives et de ces émissions de titres de dette par les banques centrales, par les États relayés par les banques centrales, crée de la monnaie artificielle qui est réinjectée immédiatement dans les marchés financiers, puisque l'économie réelle, on l'étouffe à cause des mesures sanitaires. Et donc, on crée toutes les conditions du grand reset, c'est-à-dire le transfert du patrimoine et de l'économie courante, concrète, qui appartient, je dirais, aux classes moyennes supérieures, aux investisseurs sur place, pour le transférer dans la sphère financière. Donc je trouve que c'est effrayant, en réalité. Charles-Henri Jamin, le programme de Biden qui s'appelle « Build Back Better », ça veut dire en gros reconstruire mieux, c'est pas un programme qui fait un peu rêver quand même? Est-ce que c'est pas une opportunité que sont en train de saisir les États-Unis et qui devrait être saisie en France? Oui, c'est ça. J'aimerais qu'on parle de la France parce que Biden, j'en mange tous les jours et c'est pas mon président de la République. Okay. Je voudrais qu'on parle de la France. Moi, j'ai un peu l'impression que ce plan de relance, dont d'ailleurs il a été rappelé qu'on attend toujours que ça arrive, ici ou là. Je vais vous donner une image. J'ai l'impression parfois qu'on est en train de donner un verre d'eau à quelqu'un qui fait un infarctus. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, j'ai cru comprendre. Je ne suis pas médecin non plus, mais j'ai cru comprendre que ça ne marchait pas comme ça. Parce que ces messieurs qui sont des experts en la matière nous parlent de la production de la richesse, et je suis complètement d'accord avec vous, il serait temps qu'on réfléchisse à la production de la vraie richesse. Mais ensuite, on en fait quoi? Une grande partie des plans de relance consiste, vous disiez, on donne de l'argent dans les boîtes aux lettres des gens. En France, on donne soi-disant 10 000 euros à des restaurateurs qui, depuis un an, ne peuvent rien faire. On est en train de donner de l'argent qui ne sert finalement à rien d'autre que dire aux gens, soit vous payez les taxes et les impôts que l'État, d'ailleurs, vous demande au passage, donc c'est bien gentil. Mais il y a eu des reports de charges importants. Oui, mais pas des annulations. C'est des reports. Des annulations. Quand il faudra payer, ça va faire mal. Il y a du flou là-dessus, parce qu'il n'est pas interdit de penser que certaines se transforment en annulation. J'ai remarqué que ceux qui nous gouvernent en France sont experts en flou. Ça, c'est parfaitement vrai. Okay. Mais la réalité, c'est que, admettons que tout ça fonctionne, il y a beaucoup qui est orienté vers le fait qu'on considère les Français uniquement comme des consommateurs. Alors qu'au même moment, comme vous le disiez, on les empêche de sortir. Où on leur dit, vous avez le droit de consommer que ce qui est essentiel, sachant que c'est nous qui décidons de savoir ce qui est essentiel ou pas essentiel. Enfin, écoutez, on marche sur la tête. Tout ça n'est pas sain. Et on ne résoudra pas le problème de l'Europe en sortant de cette crise uniquement sous l'angle de savoir si elle fait un bon ou un mauvais plan de relance. Qu'est-ce que vous proposez? Il faut que l'Europe refonctionne. Donc il faut qu'on arrête de faire de l'Union européenne, il faut qu'on refasse de l'Europe. Et pour ça, il faut qu'on...
Mais le problème est beaucoup plus profond. C'est un peu, pour moi, vous dites que C'est le beaucoup plus gouvernement profond. est flou, mais alors moi, je vois pas de quoi vous parlez. Ah ben moi, Moins l'Union- d'Union européenne, plus d'Europe. Bah Ça oui, fonctionne comment? C'est très simple, c'est qu'il faut moins de technocratie et Ouais. beaucoup plus redonner la main aux nations Ouais. pour que dans la souveraineté qui n'aurait jamais dû leur être retirée, nous puissions décider en proximité de ce que nous avons à faire. On a redécouvert l'économie de proximité. Oui. Ça, c'est une des vertus, semble-t-il, de cette année difficile, très difficile que nous passons tous, et en particulier un certain nombre d'entre nous. Eh bien, la proximité, moi, la traduction que je vois sur le plan politique, c'est la souveraineté. Voilà, c'est l'équivalence. Il faudrait que les pays retrouvent cette souveraineté et une capacité à avoir le courage, je dis ça pour M. Macron, qui n'a même pas le courage, lui il se cache derrière son petit doigt européen, de l'Union européenne, pardon, mais qu'on reprenne la main sur le fonctionnement de notre pays et qu'on ait la maîtrise de nos mécanismes politiques, économiques, etc., sanitaires aussi. Regardez, quand même, on a été complètement dépendant de cette Union européenne qui s'est avérée très mauvaise, très Et mauvaise. d'ailleurs, sur j'ai une toutes ses question. affaires. Qu'est-ce Ça sera le mot de la fin, hein. Oui, les critères Profitez-en. d'approbation ou pas des plans de relance. Chaque État va présenter un plan de relance, mais quels sont les critères qui font qu'il sera approuvé ou pas? Eh bien, que vous avez été un bon élève de la Commission européenne, que votre réforme structurelle comme assurance chômage, réforme des retraites est suffisamment dure pour le peuple, et je plaisante pas, ça. pour que la Commission européenne donne Économie son verte accord. aussi, il faut Donc investir c'est dans une l'économie façon de verte. nous tenir. Oui, après, il y a tous ces... Mais c'est très Alors, flou. il y a des hein, critères. Il y a des Ah oui, non, mais critères écoutez, économiques. non, mais ça, c'est du blabla, oui, c'est sûr. Oui, en fait, il y a deux chemins, c'est l'économie verte et la digitalisation. C'est ça ce qui devrait être Les critères. financé. Oui, mais en ce qui partie. émane de la population, c'est une volonté de relocaliser certaines industries stratégiques. Oui. Donc vous voyez qu'il y a un hiatus entre ce plan et ce que nous ressentons tous quand on voit qu'on n'a pas de masque, qu'on n'avait pas de paracétamol, enfin qu'on avait des risques de pénurie, qu'il y a une usine Peugeot qui vient de fermer parce qu'elle n'a pas des pièces, les semi-conducteurs qui viennent d'Asie. Bon, je pense qu'il y a une situation très grave de dépendance complète de nos économies vis-à-vis des importations chinoises, et que c'est ça, à mon avis, que les gens attendent en premier chef. Mais ce n'est pas ce que fait l'Union européenne, et ce n'est pas ce que fait M. Biden non plus, parce que tous ces gouvernements-là veulent en fait accélérer le processus de mondialisation qui est mortifère pour les économies occidentales. Ok. Alors, le mot de la fin, je pensais que ça allait être Anne-Sophie Excusez-moi, qui allait le donner, mais c'est Olivier. J'ai pas pu m'en Allez. empêcher. On vous fait confiance, Olivier. Ok, écoutez, vraiment, j'ai le sentiment que ça pourrait durer très longtemps, ce sujet, parce qu'il y a, plus on creuse, plus on découvre des branches. Mais on va s'arrêter là et on se retrouve dans quelques secondes pour le sujet numéro 2. Rappelez-vous, c'est le vaudeville en PACA. À tout de suite. Sujet numéro 2, le vaudeville entre La République En Marche, les Républicains en PACA. Je vous la fais courte. Le Premier ministre indique dans le JDD qu'il va y avoir une fusion des deux listes pour les élections régionales. Et puis finalement, ça n'a pas l'air de se passer. Je ne suis pas certain qu'on y comprenne grand-chose. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a certainement une recomposition ou une décomposition de la droite qui est en train de s'accélérer. Et on a un spécialiste là-dessus qui s'appelle Charles-Henri Jamin, et je lui cède la parole. Merci. Enfin, je ne suis pas spécialiste de ce genre De décomposition et de recomposition. ce genre de vaudeville, comme vous disiez, Ouais. parce que c'est un vaudeville, mais un peu triste, enfin très triste même, très grave d'une certaine façon. Et en fait, il ne fait que révéler un mal profond qui existe en France depuis longtemps sur le plan politique, puisque là, nous assistons à quoi ? C'est en fait un nouvel avatar dans le nouveau monde de ce qu'on appelait avant le Front républicain. C'est exactement la même chose. Okay. Sauf qu'il s'exprime de façon différente, puisque maintenant, comme tout est liquéfié dans cette France macronienne, nous avons le droit à des petits accords, comme ça existe en politique d'habitude, mais cette fois-ci entre gens qui se dévoilent pas sur ce qu'ils sont ou qui mentent aux Français, parce que la réalité, c'est que nous n'avons plus aujourd'hui réellement entre cette droite qui se dit droite, je parle de M. Muselier par exemple, d'ancrage de droite. Ils ne sont pas vraiment là, puisqu'ils sont parfaitement compatibles avec les En Marche. D'ailleurs, eux-mêmes le disent. M. Muselier a réagi en disant à droite, à gauche, pardon, madame, j'en ai rien à foutre. Voilà ce qu'il a répondu dans Nice Matin, lundi matin. D'accord. Donc, ce n'est plus son problème. Son problème, il est où ? C'est de conserver une majorité, non pas de conviction, mais une majorité, non plus d'ailleurs de projet, contrairement à ce qu'il dit, c'est une majorité de gestion. C'est tout.
Et aujourd'hui, c'est ça le problème devant lequel on est confronté, mais qui ne fait que se concrétiser dans des accords électoraux selon le même processus habituel, qui est de dire il faut empêcher d'autres d'arriver aux responsabilités, et pour ça, on est prêt à s'allier avec des gens dont il paraît que sur le papier, on n'est pas d'accord, mais en réalité, ils sont quand même globalement assez d'accord. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que l'affaire qui se déroule en Sud-PACA, elle se déroule d'ailleurs ailleurs dans d'autres régions, on en parle beaucoup moins, ça fait beaucoup moins d'esclandre. Confère ce qui est en train de se passer en Île-de-France, où Mme Pécresse vient d'annoncer hier, lors de sa conférence de presse sur l'écologie, qu'elle était soutenue par un certain nombre de personnes, dont au moins 2 sont Macron-compatibles, étaient des anciens soutiens, ou des soutiens parfaitement ouverts d'Emmanuel Macron et de En Marche. Donc en réalité, ce qui est en train d'apparaître, c'est que la fameuse fracture droite-gauche qu'on essaye sans doute les uns les autres d'expliquer depuis des années qu'elle n'existe plus, eh bien cette fracture qui n'existe plus s'avère être vraie. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Il ne faut plus parler de droite ou de gauche, il faut parler de conservateurs contre des progressistes. Oui, mais c'est ça qui est en train de... mais moi, je suis très content. Vous êtes content de tout ça? Oui, je suis content sur le plan politique, je suis moins content pour les Français. Parce que c'est vrai que tout ça se fait quand même sur le dos des Français. Et ça je n'aime pas cette malhonnêteté politique à laquelle on assiste, où on voit cette espèce... Je reprends l'expression vaudeville, c'est parfaitement ça. On crie comme des vierges effarouchées à la lecture du JDD, et 2 jours après, entre nous, on ressort du siège d'un parti politique, main dans la main, en disant « En fait, il ne s'est rien passé, tout va bien ». Et tout ça, pourquoi? Je vais vous expliquer comment on fait. C'est très simple. Vous ne parlez plus d'investiture, vous parlez de soutien. Vous avez résolu le problème. Désormais, on ne parle plus d'investiture dans des élections. On dit « je suis soutenu par ». Alors ça n'engage plus personne. Et finalement... Mais il y a un moment où il faut déposer une liste. Et alors? Avec des candidats dessus. Oui, bien sûr. Donc on sait que Renaud Muselier va être à la tête de la liste LR, élargie ou pas. EM. Peut-être avec une partie de M en région Sud-PACA. Oui. Donc il y a un moment où les masques doivent quand même tomber, non? Ça ne dérangera personne. Ouais. Il sera dit que sur la liste... Est-ce que la Commission nationale d'investiture de chez les LR a dit qu'elle ne donnerait pas son investiture s'il y avait des marcheurs sur la liste? Je ne crois pas, c'est pas ce que j'ai lu. Ouais. Elle a dit qu'elle ne donnerait pas son investiture s'il y avait des ministres ou des parlementaires. C'est ça. Et d'ailleurs, M. Muselier a dit, mais si Mme Cluzel démissionne de son poste ministériel, je la prends sans aucun problème sur ma liste. Vous voyez l'hypocrisie? Ouais. J'ai une question, Olivier Piacentini. Merci, Charles-Henri Jamin. J'ai une question. Pourquoi cet accord a-t-il lieu avant le second tour? Parce que d'ordinaire, le Front républicain dont parle Jamin, ça apparaît plus tard. Là, ça apparaît avant. J'ai un peu de mal à... On le fait d'autant plus vite qu'on craint... évidemment, la percée du Rassemblement national, qui est très important, puisqu'en fait, tout ceci n'est fait que pour contrer le Rassemblement national et rassembler des forces de droite. Mais quand on dit de droite, de quoi parle-t-on? Parce que moi, quel est le problème, tout ça? C'est que, en fait, les LR ne sont plus un vrai parti politique, c'est un parti notable. Ça me fait penser au parti radical émergé dans les années 70, on a quelques notables par-ci, par-là, voilà. Bon, mais il faut une ligne politique claire. Or, la ligne politique claire, elle n'y est pas. Parce que comment peut-on se dire de droite et être macro-compatible? Voilà la question que je me pose. Sauf qu'on a quand même 2 premiers ministres qui, consécutivement, sont issus de ce camp-là. Et alors, la politique de droite, elle est où? Parce que la droite, c'est quand même l'autorité de l'État. C'est la débandade généralisée, c'est l'anarchie, on n'a jamais vu ça. Bon, est-ce que quelqu'un de droite peut aimer ça? Moi, je pense pas. La droite, c'est aussi l'économie qui fonctionne et la confiance dans les acteurs économiques. 64% de dépenses publiques l'année dernière, on bat tous les records. On est à des niveaux de dépenses publiques qui sont bientôt celles de la Hongrie dans les années 50-60, au moment du bloc de l'Est. Je suis désolé, c'est la réalité. La débandade, l'anarchie à tous les niveaux, plus rien qui ne fonctionne. Est-ce que ça... Et j'ajoute une imprudence sociétale, c'est-à-dire que la droite est quand même... je dirais pas forcément réactionnaire ou conservatrice, mais au moins prudente sur les questions sociétales. Là, on y va à fond. C'est quoi l'imprudence dont vous parlez? Il y a 2-3 sujets. Oui, la PMA, l'euthanasie, mais je pourrais vous en citer 10, si vous voulez. Donc, je sais que c'est des questions qui touchent chaque personne, un peu la conscience, mais quelqu'un qui est de droite a tendance à être au moins prudent par rapport à tout ça, et à faire attention à l'impact que ça va avoir sur la société. La République En Marche, on y va à fond. Alors, est-ce que les gens de droite se retrouvent là-dedans? Non, pour moi, non. Donc, le fait qu'il y ait des tendances de la direction des Républicains vers la République En Marche,
prouve qu'ils n'ont plus aucun fond, un socle politique et idéologique clair. Et à mon avis, c'est très grave parce que beaucoup de militants de droite ne se retrouvent pas du tout vers la tendance La République En Marche, pour toutes les raisons que je vous ai dites. Et j'en vois assez toute la journée pour m'en rendre compte. Donc je pense que véritablement tout ça, c'est de la tambouille de très bas étage. C'est une espèce de bouillabaisse provençale très indigeste, alors que d'habitude on s'en régale sur le Vieux-Port à Marseille. Mais alors là, vraiment, c'est abominable et ça traduit la catastrophe politique de la droite. Mais voilà. ce qui est marrant, Anne-Sophie, c'est que Thierry Mariani, qui est la tête de liste du Rassemblement national dans le Sud, c'est un ancien LR. Il a été ministre de Sarkozy. De Muselier aussi. Et c'est un ami de Muselier. C'est vraiment des gens qui sont très proches les uns des autres. Donc finalement, c'est très bien, on dénonce le grand lieu, le grand jeu politique, mais finalement, au RN, on est exactement dedans aussi. On est dans cette comédie d'apparence, non ? Mais en fait, la droite, elle accepte depuis quelques années de se faire dicter ses alliances et sa politique, en tout cas ses alliances électorales, par la gauche. Déjà, c'est une première hypothèse. Pourquoi et au nom de quoi ? La gauche ne demande pas l'autorisation pour s'allier avec le Parti communiste, les Verts, etc. Voilà. Donc, première hypothèse. Et puis, je trouve aussi que de ce fait, les LR sont devenus la variable d'ajustement de La République En Marche. Enfin, qui se réjouit aujourd'hui de tout ça ? Quel est le grand vainqueur ? Alors certainement le Rassemblement national, mais c'est d'abord Emmanuel Macron. Il n'a qu'à attendre. Il est réélu dans un an à ce rythme-là. Il n'a rien à faire, rien à prouver. On va vers une réélection d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas aussi un constat politique qui fait que La République En Marche est un parti dont on peut même se demander s'il existe. Quel programme il a ? En dehors de... Est-ce qu'il est de droite ou de gauche ? Bon, il est en même temps... En même temps, de droite et de gauche. Oui, mais ça, c'est le principe... Pardon, mais c'est le programme d'Emmanuel Macron, quand il s'est présenté aux Français, qui ont voté pour lui. Donc, il y a eu un assentiment populaire. Ça a plu. On en a largement ils ont voté pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont voté pour ça. Ils vont avoir l'occasion de s'exprimer dans un an. Je ne savais pas que le français était sadomasochiste. D'accord. Mais dans les deux cas, si les LR s'allient au Rassemblement national, ce qui est fort peu probable, parce qu'il y a encore cette coupe idéologique, ou qu'elle s'allie à La République En Marche, elle disparaît. Les LR sont morts, en fait, aussi. Ils n'existent plus. Oui, mais c'est tout le paradoxe. C'est ce que disait Olivier Piacentini sur le fait que ça ressemble aux radicaux, c'est que les radicaux s'alliaient localement, mais était très fort localement aussi. Ce qui n'est pas le cas de La République En Marche. C'est-à-dire qu'il n'apparaissait pas nationalement, mais localement, il tenait. Et localement, c'est le PS et c'est les Républicains qui tiennent les régions, qui tiennent les villes. Voilà. Et c'est exactement ça. Mais ça, vous avez tout à fait raison. Pays notable ou qui s'allie localement. Mais si je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf je voulais quand même replacer dans le contexte. Parce que c'est régional. En fait, en 2015, quel est le score du Rassemblement national au premier tour ? 42%. Quel est le score de LR au premier tour ? En PACA. En PACA. Ouais. 25%, M. Estrosi fait au premier tour. Et il gagne au deuxième tour. Quel est aujourd'hui le score et il gagne contre Marion Maréchal Le Pen, une grande figure. Quel est le score prévu, les sondages, parce qu'on verra bien, de Thierry Mariani ? Pas 42%. On a 2 mois. On a 2 mois. Ça commence à venir. Ça commence à venir pour les sondages. On est autour de 31%. Voilà, ouais. Selon les différents sondages. Il y en a un qui donne plus, il y en a d'autres qui donnent moins, etc. Bon. 31 contre 42. Donc on voit que déjà, le RN, n'oublions pas, a perdu un quart de ses électeurs. Donc arrêtons de chanter la chanson des médias qui dit qu'en fait Macron est en position de force et Marine Le Pen est en position de force. En tout cas, auprès de leurs électeurs, c'est pas le cas. Et LR est au-dessus dans les sondages que Estrosi, 26%. Okay. D'accord. LR version Muselier. Version Muselier au-dessus. Donc en fait, quel était, je veux dire, même en cas triangulaire, LR gagnait dans les sondages contre le Rassemblement national, même s'il n'y avait pas un truc castor complètement fou, comme ça s'est passé en 2015. Donc en fait, on voit que LR, Muselier, en fait, il a pris peur. Et il s'est fait un croche-patte à lui-même parce qu'il était en position de force, clairement. Il s'est fait un croche-patte à lui-même, mais en le faisant, il a fait un croche-patte à tout son parti, et son parti, en ne l'excluant pas ou en lui en demandant pas une solution claire, s'est fait lui-même un croche-patte à tout le monde. Vous expliquez ça comment ? Parce que la peur, Muselier est quelqu'un de trouillard. C'est un trouillard. Ça, c'est connu qu'il est trouillard et qu'il manque de colonne, et il a eu peur de lui-même. Mais tout ceci est... Mais je continue parce que... du succès à venir. Ah ouais, donc c'est une aberration. Parce qu'en fait, dans ces régionales,
LR, moi je ne soutiens pas LR, mais LR était en position de force de gagner les régions. Le RN reculait dans toutes les régions de 20 à 25%. D'accord ? Donc position plutôt de faiblesse, LR n'avait qu'à attendre. Alors, pourquoi et Macron, n'en parlons pas, parce que vous avez vu les scores de Macron qu'on prétend être le futur président, il recueillerait son parti 11 ou 13%. Oui. Parfois, il ne pourra même pas se maintenir, a priori, au deuxième tour. Mais parce que vous faites la fusion Emmanuel Macron président et la République c'est quand même son parti, hein. Oui, quand les Français votent pour En Marche, ils votent pour son parti. Enfin, pour voter pour Macron, c'est son parti, c'est lui qui tient son parti d'une main de fer. C'est le parti d'Emmanuel Macron. Donc on voit que là, ce qui est fou, c'est qu'en fait, on avait une situation où LR devient le grand perdant. Avec ce vaudeville, on est tous d'accord. Alors qu'en fait, ce qui était très fragile, c'était Macron, avec des scores très mauvais, et une gestion de crise du Covid qui a énervé tout le monde. Moi, personnellement, si c'est une débâcle régionale, on verra s'il se présentera vraiment à la présidentielle. Et dans des bonnes conditions. Rien n'est dit. Et aussi, le RN était très fragile, pour deux raisons. Ce recul, cette sanction des électeurs, 20% de électeurs en moins, c'est pas rien. Ça veut dire des choses. Et puis, leur virage idéologique à 180 degrés. Parce qu'en 2015, ils défendaient, aussi c'était un parti qui défendait des frontières nationales, la fin de Schengen, donc, d'accord ? Et donc pour lutter contre l'immigration et contre la délinquance, maintenant c'est un parti qui a dit qu'ils étaient d'accord avec Schengen. C'est énorme, on fait semblant de pas s'en rendre compte, mais c'est énorme. Et pareil, ils étaient pour, maintenant ils sont pour l'euro et pour l'Union européenne. Donc si on a des basses tambouilles politiciennes et des choses horribles, des basses besognes, hein, qui sont en train... C'est parce que ces trois partis se ressemblent. Moi, je vous le dis. Au-delà de l'étiquette marketing que nous mettent les médias, finalement, le RN d'aujourd'hui, le LR, et je ne parle pas des électeurs, hein, mais le RN, LR et En Marche, en fait, ils ont des projets très peu différents. Allez voir leurs projets économiques. Sur la crise sanitaire, ils ont dit tout pareil, les partis. Hein, ils étaient quasiment tous sur la même ligne, vaccination, enfermement. Il y a très, très peu de différences. Et puis, c'est des partis qui sont européistes maintenant, tous les trois. Donc, c'est pour ça qu'on a ces trucs horribles. C'est parce qu'en fait, c'est de la politicaillerie, il n'y a rien. Le RN est devenu le LR d'avant, pour moi. D'ailleurs, Mariani et Garot le disent. On peut parler comme à LR, on se sent très bien là-dedans. Le LR est en train de se diviser, fractionner un peu entre En Marche, se dissoudre légèrement entre En Marche. C'est pour ça que je parlais de recomposition. Décomposition. Ou de décomposition. Décomposition, vraiment. Oui, mais la décomposition, c'est le prélude à autre chose. Ah bah, la décomposition, c'est catavérique. Après, il faut qu'il y ait une renaissance. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui est très gênant, et Ferjou le disait, mais moi je ressens la même chose, Jean-Sébastien Ferjou de l'Atlantico, il y a un problème démocratique énorme. Parce que Macron, il a fractionné, il a tué la gauche et le PS, il est né de ça. Et maintenant, il veut tuer LR. Et en fait, est-ce qu'on se bat? Est-ce qu'on peut faire quelque chose à partir d'un vide politique? Est-ce que c'est une politique d'essayer de créer le vide politique? Non, c'est le fait que Macron est extrêmement faible, qu'il n'y a pas d'idée, qu'il n'y a rien, et que tout ce qu'il peut faire, c'est en détruisant pour essayer d'apparaître lui fort. C'est intéressant, parce que c'est presque le troisième sujet avec François Mitterrand. Hein. Gardez ça, gardez-le en tête, et vous aussi qui nous écoutez, parce que je crois qu'on va revenir sur cet aspect-là. Mais je vous ai vu, Charles-Henri Jamin, vous agiter sur votre fauteuil, et des choses qui vous faisaient réagir. Hein. Oui, plusieurs choses. Je crois d'abord, ce mal, je le redis, il remonte à loin, et donc on ne va pas déflorer le troisième sujet, mais déjà, tout est dans Mitterrand, d'une certaine façon, pour ne pas dire dans Giscard. Donc on va pas y aller jusque-là. Mais je voudrais réagir sur deux choses. Par rapport à la lecture sur le contexte, je vous rejoins, et j'ai envie de le mettre en perspective aussi. En fait, il faut lire ça en regardant la présidentielle. En fait, la 2017 ou la 2022 22. 22. La 22. Okay, celle qui vient. En fait, cette élection régionale est préemptée par la présidentielle qui est déjà en train de se préparer. Et quand vous dites le grand perdant, c'est LR, je suis tellement d'accord avec vous que je vais dire plutôt les deux grands gagnants. C'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Parce qu'en faisant ça, ils ont rebipolarisé la vie politique sur le dos des LR. Mais les LR, je ne vais pas les plaindre. Ils sont entièrement responsables et coupables, pour ne pas dire complices. Et je voudrais revenir sur l'affaire du local de Sud-PACA. N'oubliez pas derrière que vous avez le maire de Nice, Estrosi, le maire de Toulon, Falco, qui sont pro-Macron. Donc c'est quand même des poids lourds. Ils sont tous les deux des poids lourds, hein, ancien ministre, c'est quand même des gens. Hein. Est-ce qu'il est encore Estrosi dans LR? Il est dans LR, oui, sans aucun problème.
Et je pense que Muselier a été aussi contraint par un contexte local très fort d'accepter ce type de choses. Nous le savions, j'évoquais l'Île-de-France tout à l'heure, nous savons très bien qu'au sein des LR, dans toutes les régions en ce moment dans la composition des listes, il y a des tensions très fortes entre eux, parce qu'il y a, alors selon les typologies ou caractéristiques des régions différentes. Moi, je viens plutôt de l'Ouest, des Pays de la Loire. Je sais qu'il y a là aussi... Saumurois. Je suis Saumurois, très belle ville d'ailleurs. Très jolie ville. Je ne vais pas faire la pub tout de suite, On est d'accord. mais c'est fait. On y mange bien. Dans ces pays-là, dans nos régions, nous avons aussi des luttes internes au LR, et particulièrement sur la façon dont les centristes macro-compatibles vont être intégrés ou non, et en quelle proportion dans les listes régionales étiquetées LR. Parce qu'en fait, c'est là que ça se joue, tout est à double fond. Il y a une duplicité générale dans cette préparation de ce scrutin, où en fait, on ne sait plus qui est quoi, et ce qu'il porte comme conviction. Mais, et pardon. quand vous disiez, pardonnez-moi, et quand Philippe Moreur disait, en fait, les trois partis se ressemblent, et je suis d'accord, et c'est ce que je vous disais en introduction tout à l'heure, droite-gauche ne veut plus rien dire. Ce qui les sépare, et c'est ce qu'Éric Ciotti a dit, c'est leur capacité à gouverner. Oui, le RN exactement. n'a jamais gouverné. Donc- et ça fait quand même une différence. Oui, c'est ça. C'est le discours de Marine. Oui. Hein. Vous ne m'avez pas essayé, essayez-moi. En fait, le projet politique est très vide, mais maintenant, c'est Tout vous ça, m'avez c'est pas très vite. essayé. C'est mon tour. Et en réalité, C'est mon tour. je vais aller plus loin. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est en train de se confirmer, c'est que nous avons affaire à des partis dominants qui sont progressistes, qui sont en fait idéologiquement progressistes, face à une autre offre politique qui doit, elle, se construire, et peut-être effectivement que c'est une opportunité, pour pas dire une chance, c'est l'offre politique des conservateurs qui doit maintenant être déterminée. Il faut qu'on soit tous courageux, ceux qui portons cette vision politique des choses, pour construire les choses, construire ce fameux programme commun. Mais ça sera le point numéro 3. Oui, c'est intéressant. Olivier Piacentini, moi, il y a quand même un truc que vous avez dit, Charles-Henri Jamin, sur le fait qu'il allait y avoir deux vainqueurs, Marine Le Pen d'un côté, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en tout cas, le parti d'Emmanuel Macron va prendre une grosse tôle à ces élections. C'est annoncé, c'est comme je le disais, peut-être un parti qui a du mal à exister. Et pourtant, est-ce que vous êtes en accord avec ce que vient de dire Charles-Henri Jamin, que malgré tout, malgré cette défaite, Emmanuel Macron va sortir vainqueur de cette élection ? Ah, mais j'espère que non, et puis je ne le crois pas, parce que je pense qu'il y a véritablement une très forte impopularité, il n'y a pas d'enracissement local, son parti ne répond plus, il est aux abonnés absents, je ne sais plus combien de députés ont quitté le navire, il y a ceux d'Aurélien Taché, ceux de Martine Oui, Voiner... mais quelle est l'alternative Bon. aujourd'hui? Pas tant que ça. Alors, toujours une effectivement, majorité. il y a Une fois le qu'on a dit vide. ça. Mais moi, je crois tout simplement ils vont émerger de nouvelles personnalités qui vont remplir le vide, parce que la politique a horreur du vide. Dans quel parti, Emmanuel Macron, mais pas forcément dans un parti, Emmanuel Macron a émergé en 2016, Ouais. parce qu'il y avait un vide qui était provoqué par l'évanescence progressive de François Hollande. Bien. Et tout d'un coup, il y a eu cette personnalité qui a émergé, qui est sortie comme un lapin du chapeau. Moi, je ne crois pas, ou enfin, ce serait très triste que nous nous retrouvions, encore une fois, avec un Emmanuel Macron qui soit à un certain étiage, alors que je suis désolé, il est très peu soutenu dans l'opinion. Eh ben, Mais très, à très un an peu. des Mais élections, je ne vois pas d'autres figures non plus à imposer. Ben oui, mais l'année dernière, enfin aux précédentes élections, un an avant, on ne voyait pas non plus. Donc, même 6 mois avant, on ne savait pas. Même 6 mois avant, on ne savait pas. Il y avait Catali qui avait prévu ça. C'était Juppé, En hein. avril. 6 mois en avril. avant, C'était Juppé. Voilà. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises, d'autant plus que nous allons vivre une période inédite dans notre histoire, parce que je pense que nous allons vraiment connaître des mouvements et une situation à la fois économique et sociale très grave. Donc, on ne sait pas ce qui pourra sortir de tout Donc vous cela. nous prévoyez un futur Napoléon qui va arriver dans les 6 mois. Ah ben, ce serait souhaitable. Hein, si C'est intéressant, oui. c'est aujourd'hui que ça se passe. Écoutez, j'allais vous céder la parole, Charles-Henri, mais on a déjà largement dépassé le sujet. Votre frustration, gardez-la, vous allez pouvoir l'exprimer sur le sujet numéro 3, pour lequel on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Rebonjour. Troisième sujet, les 40 ans de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, le fameux 10 mai. Alors que la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon a donné sujet à de nombreuses polémiques, fallait-il le célébrer?
François Mitterrand, 40 ans, pas évident, hein, personne n'en parle. Et pourtant, il me semble que c'est une date à célébrer. Alors j'ai regardé. Le 9 au soir, c'est un dimanche, il va y avoir un grand discours de François Hollande à une obscure réunion de parlementaires socialistes au Creusot. Et le lendemain, Monsieur Faure, le président du Parti socialiste, hein, je ne sais pas quel est son titre exact, lui va parler plutôt d'écologie. Mais en dehors de ça, il me semble que cette date, qui marque quand même l'histoire de, au moins, l'alternance politique durant la Ve République, n'est pas du tout célébrée. Alors, je vais donner la parole à Olivier Piacentini, parce qu'Olivier Piacentini a écrit un livre sur les années noires de François Mitterrand, donc il connaît bien le sujet. Olivier. Oui, j'avais écrit un livre il y a 4 ans qui s'appelait « Le dossier noir du socialisme français », qui ne parlait pas que de Mitterrand, mais enfin, c'est quand même lui le grand chef, on va dire. On parlait aussi de Jospin, Hollande, etc. Bon, ben, pour moi, je ne vais certainement pas commémorer cette date qui est restée dans ma mémoire comme tragique. Hein, même j'étais tout jeune à l'époque, mais cette élection de Mitterrand m'avait perturbé, on va dire. Et je vais vous dire... Vous aviez 12 ans. 12 ans. Okay. Oui. Vous étiez déjà un être politique. Oui, oui, okay. Oui, effectivement. Je pense que tout le monde se J'étais souvient précoce, mais alors franchement, je suis battu. Là. Ah oui. Mais je vais vous dire, j'avais commencé ce livre en reprenant un extrait du débat de l'entre-deux tours entre messieurs Giscard et Mitterrand. Et à un moment donné, dans ce débat, Giscard pose la question à Mitterrand, mais comment allez-vous financer toutes ces aides sociales, ces augmentations de minima sociaux, les augmentations de salaire du SMIC, les fonctionnaires, etc. Bon. Et Mitterrand avait répondu, mais c'est très simple, monsieur Giscard d'Estaing, vous nous avez laissé de l'argent dans les caisses. Le pays n'est pas endetté, il y a de l'argent. Alors, il a surenchéri, il a dit, mais ça, c'est pas une politique, vous voyez, c'est une politique d'épicerie, bon, voilà. Mais vous nous avez laissé de l'argent dans la caisse, on va se servir, on va le mettre au service des Français, et non pas le mettre au service du grand capital, enfin, tout le blabla, évidemment, qu'il était capable de sortir avec un grand talent, en plus. Bon, donc, Mitterrand, c'est lui qui a lancé l'endettement et, je dirais, la dégradation financière permanente de la France. Une fois ça, c'est le souvenir que vous en avez. Je me permets, j'ai un deuxième en souvenir. 73 de la France, 9%. Oui. Pardon. 9% de dette sur le PIB. Oui, dette publique sur le PIB. Le déficit de la on a France, dépassé les 100%. 117. Ah, voilà. Le déficit de la France en 80, dernier budget de Raymond Barre, 0,8%, alors qu'il y avait le choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier. Donc la France était très bien gérée d'un point de vue financier, jusqu'à ce que Mitterrand arrive. Et là, il y a eu un dérapage, et je peux vous dire que 2 ans après, sa politique a échoué. On ne pouvait plus sortir 2000 francs par personne de France. Oui, on a dû bloquer les frontières parce qu'il y avait une évasion fiscale. Contrôle, et à partir de là, il y a eu un changement de politique, donc tournant de la rigueur, et pour retrouver des forces politiques, on a relancé le débat sur les questions du racisme, sur les questions sociétales, le racisme, puisqu'il paraît qu'en France, on est tous très racistes, c'est bien connu, on est méchants, voilà. Et on a donc, pour des raisons politiques, une fois qu'on a mis la France en faillite, réorienté le débat sur la décomposition de la société française. Donc, les responsabilités de M. Mitterrand dans tout ce que nous avons en France aujourd'hui sont énormes. Énormes. Donc, il ne faut pas le commémorer, il faut, je ne sais pas, à la limite, faire toute une émission pour expliquer à quel point ce monsieur, qui tout en étant effectivement un très grand politique, un homme de culture, tout ce que vous voulez, c'est vrai que ça, malheureusement, ça manque aujourd'hui, mais à part ça, il nous a mené de catastrophe en catastrophe. C'est lui qui est à l'origine de l'état actuel de notre France. Charles-Henri Jamin, merci Olivier Piacentini. Charles-Henri Jamin, c'est quand même pas un exemple, François Mitterrand, de conquête du pouvoir, de stratégie, de vue à très long terme, hein, puisqu'on se rappelle qu'il lui a fallu 3 candidatures pour être finalement élu, et qu'il a commencé sa carrière sous la 4e République. Est-ce qu'il n'y a pas, vous, qui appeliez à une recomposition des forces politiques, qui aspirait finalement à une vision très long terme? Est-ce que ça peut être pas un bon exemple? Oui, tout dépend ce que vous appelez par bon exemple. Sur le plan technique, peut-être... le souffle, la vision... Sur le plan du cynisme aussi, d'ailleurs. Oui. Il a cumulé beaucoup les deux. Oui, bien sûr, il a su faire des choses. Je crois qu'il a une qualité que n'a pas notre actuel président, qui est celle de la conscience de la fonction présidentielle. Ça, c'est exact. On peut lui reconnaître
qu'il a été président de la République. J'en dirai pas plus. Voilà. Sur la forme, vous voulez dire? Oui, il avait stature. la conscience, la stature, mais la conscience de sa fonction. Aujourd'hui, elle est complètement dévoyée. On a un président qui va à l'étranger en disant que les Français sont des couillons. Enfin, il n'arrête pas de nous le dire. Et puis qu'on est coupable de tout. Bah, un président de la République n'est pas à ce niveau-là. François Mitterrand, je ne crois pas, en tout cas, n'a pas fait ça. Il a fait d'autres erreurs, mais pas celle-ci. Donc, je suis sur ce plan-là, oui. La deuxième chose, effectivement, où il a eu une intelligence politique, si je puis dire, c'est ce fameux programme commun de gouvernement qui a mis 9 ans, de 72 à 81, si mes sources sont bonnes, où il a réussi à rassembler, à réancrer le Parti socialiste à gauche en se rapprochant du Parti communiste, là où traditionnellement la gauche était un petit peu plus au centre. Il a gauchifié, si je puis dire, le Parti socialiste. Il a raccroché aussi les radicaux, un certain nombre de radicaux, pour aboutir à une capacité à conquérir le pouvoir et à mettre en place une possibilité de gouverner. Alors, il a à peu près trahi tout le monde, mais peu importe. Il a réussi à faire ça. Là-dessus, je le reconnais. Pour le reste, je voudrais compléter le tableau qui a été dressé par notre ami. Non seulement il y a la question économique, mais il a évoqué très rapidement. En fait, Mitterrand est celui qui a fait le passage entre le social et le sociétal. C'est lui qui a inventé ça. Et donc, il a pourri en 2 septennats. Effectivement, il a fragmenté la France. D'ailleurs, n'oublions pas le fameux positionnement de Jacques Chirac en 1995, qui était remarquable sur le plan de la com, la fracture sociale qu'il dénonçait. C'était son pivot, électoral. Et donc, ça, c'est ce qu'il a fait. La deuxième chose que Mitterrand a faite, et pour le coup, vous ne l'avez, à mon avis, pas trop rappelé, c'est que c'est François Mitterrand qui a abîmé, fragilisé, affaibli la souveraineté française au niveau international. N'oublions pas Schengen, Maastricht, l'énorme erreur de la guerre du Golfe, l'engagement de la France dans la guerre du Golfe, c'est François Mitterrand, tout ça. Et donc, il est effectivement grandement responsable d'avoir mis les ferments pendant 14 ans dans notre pays, de ce qui, aujourd'hui, a malheureusement fleuri, c'est-à-dire ce que j'ai redit tout à l'heure, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la société liquéfiée dans laquelle on est, d'une France complètement fragilisée, affaiblie, et que nous regrettons tous. Philippe Murer, vous êtes trop jeune pour avoir voté en 81. Moi, je me rappelais, j'avais 12 ans, donc on n'en est pas loin en âge, et je me rappelle d'avoir la tête Mitterrand. Par contre, je n'avais pas d'idée profonde, moi, sur la politique. Je m'y intéressais, mais sans avoir de conviction politique très forte. Pas sûr que j'aurais préféré Giscard, d'ailleurs, tant que ça. Mais Mitterrand, pour aller... Alors, vous avez raison, la gauche, et c'est très intéressant ce que vous avez dit, la gauche n'a pas envie de faire le bilan de François Mitterrand, il en parlait. Fou, hein. Et ça, vous avez raison, parce que le bilan, il est vraiment terrible, avec tous les ferments qu'il a jetés d'une France qui s'abîme profondément. Moi, j'ai envie de revenir encore plus loin, parce que Mitterrand, d'où il vient? C'est quoi son premier poste politique? C'est sous Pétain, sous-secrétaire d'État sous Pétain. C'est-à-dire, il a eu la Francisque et il admirait le général Pétain, le maréchal Pétain, puisqu'il l'écrivait à sa sœur. Et il a la Francisque, c'est-à-dire la Légion d'honneur de la France pétainiste. Et il a continué à fleurir sa tombe pendant son septennat. Il n'a pas reconnu, comme Chirac l'a fait après, la responsabilité de l'État français. Et après, ça dit aussi des choses sur lui. C'est un opportuniste, Mitterrand. Un manœuvrier, comme vous l'avez remarqué, remarquable, et un opportuniste. Parce qu'ensuite, quand les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, que la Russie a gagné Stalingrad, il reçoit la Francisque au printemps 1943, là, il part après à la résistance. Bon, en plus, pas la résistance gaulliste, giroudiste. Puis à la fin, il est obligé d'aller avec De Gaulle. Voilà. Donc ça montre son caractère opportuniste. Mais ce qui le montre aussi, et le caractère détestable de ce personnage, et les Français sont beaucoup trop oublieux de ces choses-là, c'est le faux attentat de l'Observatoire sur De Gaulle, où il simule un attentat où on tire sur sa voiture pendant qu'il a sauté sous un Troène, tout cela, pour en fait se faire de la publicité et devenir l'opposant au général de Gaulle, en sortant la phrase dégueulasse, parce qu'on peut se battre contre des adversaires politiques, mais que le général de Gaulle, c'était le coup d'État permanent, évidemment. Et donc il l'avait comparé au Führer et au Duce. Voilà, alors que c'est lui qui a libéré on peut dire la France de tout cela. Exactement. Donc on voit vraiment ce côté manœuvrier et profondément opportuniste. Et puis il l'a montré aussi en faisant une alliance avec le Parti communiste, en critiquant, en disant que
pouvait pas être socialiste en étant capitaliste, en soutenant le capitalisme. Et finalement, en gouvernant 2 ans à gauche de 81 à 83, comme il l'avait prévu, en faisant n'importe quoi au niveau économique, parce qu'il n'a pas dévalué sa monnaie, enfin c'est autre chose. Oui, parce qu'aussi c'était quelqu'un qui disait en gros l'économie c'est l'intendance. Ouais, et on fait dire ça à De Gaulle. Vous savez, c'est on aussi... fait dire ça à De Gaulle, mais De Gaulle, en fait, dit, moi j'ai passé la moitié de mon temps à faire de l'économie. Et il fait de l'économie de gauche, et ensuite il part, après 83, il change complètement de cheval de bataille, un retournement complet, il part dans le libéralisme, la financiarisation... Sans le dire. Sans le dire, mais l'Europe libérale, il fait des lois pour financiariser à fond avec Laurent Fabius en 85, Maastricht dont vous parliez, l'euro, enfin il jette tous les ferments du libre-échange et du capitalisme, et il finit avec Bernard Tapie. Comme tête de gondole, je veux dire, le type qui était à gauche avec le Parti communiste finit avec Bernard Tapie, qui est quand même un dépeceur d'entreprise, c'est pas un entrepreneur, c'est un dépeceur d'entreprise, et quelqu'un qui a une moralité très douteuse sur le plan des affaires. Donc Mitterrand, c'est vraiment ça. Et puis c'est aussi ces 2 ferments, création avec Julien Drey de l'antiracisme, dire aux Français qu'en fait ils sont jamais assez généreux, que la France est coupable, donc une position de soumission qu'on retrouve aujourd'hui et qui a créé énormément de problèmes. Fin de l'assimilation des immigrés, demande d'intégration puis d'inclusion, puis toutes ces réformes économiques, toutes ces vers de l'ultralibéralisme économique, et puis toutes dans un certain sens, et aussi les abandons de souveraineté. Et je voulais finir juste par un mot sur le cynisme de ce personnage, qui est, moi je trouve, révoltant. J'admire pas du tout ce genre de personnage. En fait, il abandonne toute la souveraineté française, des pans entiers, avec Maastricht, l'euro, etc., tout ça. Et après, il finit très content de lui. Il vient de dire « Je suis le dernier grand président. Après moi, il n'y aura que des comptables et des financiers. Ouais. » Donc ce paltoquet, ce pauvre personnage, nous explique qu'il a donné la souveraineté française partout. Donc grâce à ça, il sera le dernier président. Et il en est très fier. Donc on voit qu'on a vraiment un personnage qui a tué la gauche, je veux dire, qui a fait perdre au Parti socialiste. Était-il de gauche d'ailleurs? Est-ce que c'est pas une posture au départ parce qu'il avait De Gaulle en face de lui? Ben, vous avez raison. Et en fait, je finis juste par ça. En fait, il a fait perdre son âme à la gauche et au Parti socialiste et sa raison d'être. Et ce qu'on voit aujourd'hui, un Parti socialiste à 6%, eh bien, c'est les conséquences. Ils ont pu tenir 20 ans grâce aux médias qui étaient de gauche et qui ont protégé tout ça. Mais maintenant, c'est terminé, quoi. Anne-Sophie Hongre-Boyel-Dieu. On a 3 procureurs là, hein. Ils sont pas gentils. Vous allez me demander de défendre Mitterrand. Oui, alors je ne vais pas vous demander de faire le panégyrique, mais est-ce qu'il y a des choses à sauver dans ce double septennat-quinquennat double septennat, pardon. Est-ce que dans sa personnalité, sa tactique, l'état de la France, est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, peuvent un petit peu compenser l'image très négative des 3 affreux personnages que j'ai avec moi? Alors, je vais retourner à une formule d'Emmanuel Macron que j'ai bien aimée ce matin dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. On peut commémorer sans célébrer. C'est-à-dire se souvenir sans forcément mettre en avant. Enfin, c'est une subtilité à la Macron que j'ai beaucoup aimée. Donc, essayons d'en faire autant avec François Mitterrand. François Mitterrand, alors je rejoindrai tout à fait ce que Charles-Henri a dit. C'est d'abord, il avait la posture du président de la République beaucoup plus qu'Emmanuel Macron. C'était un homme de culture, c'était un homme qui avait quand même une certaine notion de la France. C'était pas la mienne, je la partage pas, mais on était quand même dans une forme de grandeur. Alors après, sa politique, oui, comme vous l'avez dit, c'est un opportuniste. Je pense qu'il s'est... Mitterrand aimait Mitterrand, en fait. Je pense que c'était son plus grand admirateur et qu'il a mis derrière lui un peu l'idée de la France avec tout ce qui est suivi. Mais moi, je retiendrai surtout l'homme de lettres. Je n'ai pas grand-chose d'autre à retenir sur l'homme politique. D'accord. L'homme de lettres, on ne peut pas dire que son œuvre... Ouais. Non, l'amateur d'écrivain. Il a écrit quand même, François Mitterrand. Mais je ne l'ai pas trouvé excellent en tant qu'écrivain. Il a écrit des livres qui ne sont pas nuls. Je veux dire, pour les avoir parcourus. Il avait un très beau style littéraire. Après, vous savez, quand vous écrivez le coup d'État permanent à propos du général de Gaulle, il faut avouer que comme stratège politique, puisque tout à l'heure vous avez parlé de sa vision à long terme, je vais quand même vous dire, en 1954, jusqu'au bout, il a pratiquement, pendant un certain nombre d'années, défendu l'Algérie française. Donc il n'a pas vu l'évolution qu'il pouvait y avoir. Ensuite, il y a eu la question, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu le coup d'État en Union soviétique avec les ultra-conservateurs.
lui s'était réfugié, avait dit mais je vais prendre contact avec le président Yanaev, même le journaliste Bromberger qui l'interviewait et qui lui a répondu assez vertement s'est fait virer directement. Donc il n'a pas vu que l'Union soviétique était en train de s'effondrer et il avait l'air presque de se raccrocher aux branches. Bon, la réunification de l'Allemagne, ça a l'air de l'avoir embêté, mais enfin, mais qu'est-ce que vous voulez, l'Allemagne, c'est un peuple. Et alors, vous avez évoqué tout à l'heure, au niveau économique, il disait que c'était l'intendance. Ben oui, il a tout cédé à l'Allemagne, la parité de l'euro, tout ce que vous voulez, l'indépendance, tout ce que vous voulez, en pensant que lui, avec sa stature et puis l'image de la France dans le monde, ça allait permettre à notre pays de conserver son leadership. Ben non, parce que quand l'économie est en ruine, comme c'est le cas de la nôtre aujourd'hui, alors que l'économie allemande se maintient, ben notre pays devient un pays subalterne et... l'économie est la base de la puissance, quand même. Voilà, c'est la base de la puissance. C'est une base de bien puissance, entendu. c'est pas la Donc seule. vous voyez qu'il n'avait pas de grande vision des choses. Hein. Alors, encore une fois, moi Ou je en dirais... tout cas, il avait un vrai trou énorme dans sa raquette, c'est que l'économie, pour lui, n'avait pas d'importance. C'est ça le reproche. Ah oui, mais c'est très principal. grave. Oui, enfin, c'est pas le départ, je crois. Il n'y a pas que c'est pas ça le reproche principal. Il y a ça, oui, mais enfin, il avait des conseillers derrière. Et puis, il y a son œuvre de déconstruction de la France qui s'inspire directement des idéaux de mai 68. Mai 68 a trouvé une traduction politique avec lui et nous en payons les conséquences. Toujours aujourd'hui, et ça va toujours en empirant d'ailleurs. Alors, tout ce que je lui concède, effectivement, c'est la qualité de ses discours, de son expression. C'est vrai que, vous aviez Mitterrand, il représentait la France, effectivement, nettement mieux que tout ce qu'on a vu depuis. Mais qu'il ait nommé, par exemple, pour la première fois une femme Premier ministre, Edith Cresson, c'est pas quelque chose qui... Je sais pas s'il a fait un gros cadeau aux femmes, à ce moment-là. Symboliquement, c'est quand même... Là, c'était pas un cadeau qu'il a fait aux femmes. Et je reviendrai aussi sur l'abolition de la peine de mort aussi, qui est quand même quelque chose de notable pendant son septennat. Bien sûr. Mais... Moi, je vais vous dire très simplement, je pense que Mitterrand n'a jamais pensé qu'à lui, à sa carrière politique, donc c'était un stratège, oui, mais pas pour la France, pour lui. Et tout ce qu'il a voulu faire, c'est se valoriser vis-à-vis de la politique et vis-à-vis même de l'image qu'on pourrait avoir dans l'histoire à travers toute la gauche qui le vénère depuis... Il savait gagner une élection, mais il n'a pas su vraiment gouverner. Et en fait, quand il fait, par exemple, son programme de gauche, son grand programme qui a été préparé, en fait, la grande erreur, son programme... On peut ne pas aimer le programme de la gauche de 80, voilà. Mais ne jugeons au niveau de l'efficacité. L'erreur, c'est qu'il n'a pas de courage. Donc en fait, il faut, quand vous relancez à fond en France, il fallait une dévaluation du franc de 25%. Ce qu'a fait De Gaulle, par exemple, tout simplement, en 45 et d'ailleurs en 58. Ce qu'il avait la liberté de faire. Et ce qui lui permet, c'est-à-dire que du coup, vous relancez en France, mais vous avez des prix suffisamment bas en France par rapport à l'étranger pour que ça soit de la consommation nationale. Et vous enclenchez un vous savez que Mitterrand ne le comprend pas. Et donc, il fait ça, et donc, on nourrit la reprise du reste du monde, mais pas assez en France, et il plante complètement. Mais c'est un manque de courage, un manque de compétences. Vous savez que dans la voiture, quand il est paradait sur les Champs-Élysées le jour de son élection, Mauroy lui a dit, mais il va falloir dévaluer le franc très vite, ça va mal, etc. Et Mitterrand lui a dit, mais vous allez nous gâcher à tous, à toute la France, une journée pareille. Voilà. Ça, c'était pas le 10 mai, mais le 21 mai, je crois, le jour de son... Je ne sais pas aussi si, permettez-moi, je vais compléter la question que vous m'avez posée. Je ne sais pas si on peut parler, évidemment, c'est un virage marquant. Tout le monde se souviendra que le socialisme et les ministres communistes sont arrivés au gouvernement en 81. Et j'étais d'une famille de militaires, je peux vous dire qu'on n'a pas bien pris la chose. Et je pense que tout le monde s'en souvient, au moins les personnes qui n'ont pas voté pour lui. Mais je pense que déjà sous VGE, enfin sous Valéry Giscard d'Estaing, quelque part, la gauche avait déjà brisé un peu et était en train d'arriver. Alors Mitterrand, c'est symboliquement la gauche qui arrive au pouvoir, mais pour moi, la vraie droite française de gouvernance, elle est finie après Pompidou. Mais Pompidou et Giscard ont eu du mal, parce qu'il y avait un vent de gauche très fort, et eux résistaient à ce vent de gauche, mais comme ils pouvaient. Mais pour moi, Valéry Giscard d'Estaing a fait beaucoup de mal aussi, notamment avec le regroupement familial, et Mitterrand n'a fait que poursuivre. Allez, on s'arrête là. Vous vous rendez compte, moi je pensais qu'on allait faire 15 minutes, 16 minutes sur ce sujet et que François Mitterrand n'allait pas enflammer les passions, mais au contraire, comme quoi, j'avais bien choisi. Allez, on est d'accord que si personne ne me félicite. Allez, on se retrouve dans 15 jours. J'espère que vous avez aimé cette émission. Dans tous les cas, je voulais vraiment vous remercier d'y avoir participé et à très vite donc. Merci.